un projet qui vous sera présenté par Monsieur le maire de Tréguier, Monsieur Guirec Aran, bienvenue. Anne Rubin de l'atelier Rubin, architecte. Je vais vous laisser la parole assez rapidement. Il s'agit d'une reconversion d'un lieu religieux en lieu culturel. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour. Écoutez, un exercice un peu compliqué pour moi, puisque en fait, votre opération un maire, un architecte, ça ne colle pas tout à fait à notre projet, puisqu'en fait, c'est plutôt un maire et 6 ou 7 architectes. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Très rapidement, peut-être qu'on va défiler quelques diapos, vous plantez le décor. Tréguier, c'est une petite commune de 2500 habitants au nord de la Bretagne, avec des caractéristiques géographiques qui nous rendent la vie parfois agréable, mais un peu complexe, puisque nous sommes en fait au croisement de 2 rivières, qui en forment une troisième. Donc c'est un avantage pour nous puisque ça a permis de développer à une certaine époque des fonctions portuaires, maritimes. Ça c'est le premier élément. Et quand on continue aussi, voilà, vous avez une photo aérienne. Au-delà de cette fonction maritime, il y a aussi une fonction cultuelle et culturelle extrêmement importante puisque c'est l'une des villes évêchées de Bretagne à l'origine du christianisme. Et donc vous avez ici une représentation du bâti, donc qui est extrêmement marqué par la présence épiscopale, par la présence monastique, puisque jusqu'à la Révolution française, effectivement, de nombreuses congrégations se sont installées. Et avec la Révolution, effectivement, et la perte de foi, eh bien, ces bâtis ont perdu petit à petit de leur usage jusqu'à connaître une vacance totale. Et ce qui devenait peut-être un vrai handicap pour nous, c'est-à-dire énormément de bâtis vides en cœur de ville, est devenu au fil du temps, depuis à peu près une vingtaine d'années, même une trentaine, est devenue une formidable opportunité. Donc la dernière opportunité en date, c'était effectivement ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un couvent, le couvent des Sœurs du Christ, qui est situé en cœur de ville, on va le voir tout à l'heure, au pied de la cathédrale, en plein centre, en haut d'une butte. C'était aussi un élément compliqué pour nous pour aménager la ville. Et ce couvent, voilà, vous en avez une petite perspective. Pour nous, il est idéalement placé. En tout cas, je dirais, il était idéalement placé jusqu'à son abandon total par la congrégation qui était basée à Paris. Et voilà, la cathédrale. Et puis on va revenir, je crois, sur la diapo suivante. Voilà, un bâtiment 19e, mais aussi des parties du 17e. Je vais le dire tout de suite avant de l'oublier. 2,5 hectares en cœur de ville, voilà le site. 6 000 m² de surface plancher, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Un bâtiment très important au cœur des habitants de Tréguier et du territoire, puisque c'était à la fois, au-delà de la congrégation, c'était une maison de retraite, une pension de famille, une école, un ancien collège. Donc il y a cette part d'affect, je serai peut-être amené à en reparler tout à l'heure, qui est important à prendre en compte. Et puis cet ensemble bâti a été progressivement abandonné de ses différents usages et usagers entre 2008 et juillet 2014, à peu près au moment où j'ai été élu. Voilà, si on continue, Anne... Voilà, quelques éléments pour rappeler effectivement la qualité du lieu avec des très jolies perspectives et des ouvertures sur les grands paysages assez majestueuses. Une topographie qui, sur le plan qu'on voyait tout à l'heure, où le dessin était peu marqué, alors que dans la réalité, c'est une vraie contrainte. Voilà. Et puis, voilà, je parlais tout à l'heure de à peu près 6 000 m² de surface plancher, donc entièrement vacant, du bâti 17e, 19e essentiellement, des excroissances dans les années 60 catastrophiques, voilà, puisque des bâtiments du 17e ont été massacrés, défigurés pour avoir des choses pas très agréables, en tout cas à l'œil, on en reparlera également. Acte 2, voilà, j'ai été un petit peu vite tout à l'heure, un élément de contexte à comprendre. Tréguier est certes une petite commune, voilà, je ne l'avais pas vu. Petite commune, mais nous avons eu la chance d'être repérés par André Malraux en 1966 pour faire partie des premiers secteurs sauvegardés de France. C'était une chance pour nous, mais une chance que nous avons eu du mal à concrétiser puisqu'il a fallu attendre 56 ans pour que nous passions d'un projet de secteur sauvegardé à un site patrimonial remarquable et enfin avoir un document de gestion essentiel, c'est-à-dire un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, s'il a été long à accoucher, si vous me passez l'expression, c'est certainement à cause de certains sites à enjeu. Et celui-ci en faisait partie. On s'est rendu compte en établissant nos projets d'urbanisme que les intérêts particuliers ne faisaient pas forcément l'intérêt général. Et ce lieu-là a été certainement le point de
le point crucial des blocages. Vous voyez donc à peu près la parcelle, vous voyez une grande partie verte, c'est l'ancien champ de la congrégation, donc pour la fonction vivrière. Et il y avait eu, dans les années 2000, une volonté de promoteurs de faire l'acquisition de ce site, mais uniquement avec un objectif simple, lotir. Construire dans un cœur d'îlot, alors qu'on a vu tout à l'heure sur les images qu'il y a des jardins absolument incroyables. Derrière le minéral, en fait, le végétal, il est partout. Et on avait besoin de le révéler plutôt que de le cacher et de le détruire. Et donc, il y avait eu une volonté de la congrégation de vendre le site, mais pour construire, pour lotir des bâtiments absolument pas adaptés à l'endroit. Et donc, nous avons analysé les événements avec l'équipe municipale en 2014 en nous disant c'est pas possible que cet espace puisse être construit et que dans le même temps, le promoteur abandonne les 6000 m² de surface existante. Donc, on a dit stop et c'est une phrase que je reconnais, Anne. On s'est rendu compte qu'on a fait comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose, on a fait du ZAN avant de savoir que ça existait. Et notre objectif a été de se dire qu'est-ce qui a empêché d'avoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur à Tréguier. Eh bien, c'était justement ce point de blocage. Et on a dit OK, eh bien, nous, on va changer la règle. Nous, on considère que ça n'est pas à construire, qu'il faut qu'on garde ce cœur d'îlot. Et par contre, autre élément, parce qu'on avait une ville qui n'avait qu'un plan d'occupation des sols, de 1987, qui n'avait été revu que partiellement et par le petit bout de la lorgnette, il fallait aussi qu'on établisse un PLU. Donc on avait un double objectif au même moment, 2014, et un PLU et un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et pourquoi on voulait un PLU? C'était pour développer justement une stratégie à long terme. Et notamment, quelque chose qui nous semblait essentiel et qui allait dans le sens de ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'on avait un taux de vacances absolument catastrophique. Et on n'avait pas besoin, contrairement à ce que faisaient mes petits camarades alentour, de créer du lotissement, puisqu'en fait, du bâti, on en avait partout. Mais on n'avait pas pris l'habitude, effectivement, de dire on va le reconvertir. Voilà, ça c'est un élément important. Et juste pour vous dire, 2014, c'était l'idée de se dire, OK, on y va. On va débloquer le verrou. Et effectivement, le fait d'avoir pris cette option-là, ça a permis de faire aboutir en 2022 le plan de sauvegarde. Voilà. Deuxième étape, puisque le propriétaire ne savait pas quoi en faire et considérait qu'on lui mettait des bâtons dans les roues, nous avons dit une chose assez simple, parfait. La collectivité va prendre ses responsabilités. Et nous avons, la ville et la communauté d'agglomération, nous avons décidé d'acheter le site. C'était un gros morceau, ça faisait peur à tout le monde. Et on s'est dit, nous avions bien quelques pistes. Les pistes étaient assez simples. Loger les gens, voilà. Là, on a de la réserve foncière intéressante. Et l'autre élément important, la ville de Tréguier a basé tout son développement sur des projets culturels et artistiques. Et donc, nous nous sommes dit, nous allons faire de ce site à la fois un bel ensemble de logements pour différents publics, pour du logement privé, pour de l'accession à la propriété, pour du logement social, mais également faire une ruche artistique. Et pour être à peu près clair dans nos réflexions, c'est là que nous avons commencé à joindre les services d'un architecte pour établir un schéma directeur. Et le schéma directeur a confirmé avec une large association de la population. Ça, c'était quelque chose qui était essentiel. On n'a pas fait un projet tout seul dans notre coin. Il y a eu une année de portes ouvertes, de visites, de rencontres, d'ateliers qui ont permis de confronter les idées des élus et les envies des habitants. Et pour un maire, c'est quand même un vrai bonheur de commencer les choses dans le bon sens. C'est la concertation, elle doit arriver avant et pas se contenter d'arriver après et de gérer les pleurs et les cris parce qu'on n'a pas associé. Et nous nous sommes rendus compte que finalement, le projet des uns était celui des autres et nous avons bâti ce projet ensemble. Le schéma directeur, après, il a fallu le mettre en place. Donc ça, c'était 2017-2018. Et nous avions un premier site, que faire des chapelles? Les chapelles, c'était pas compliqué. Nous avions déjà des salles d'exposition, transformer une chapelle en salle de concert avec une vraie programmation professionnelle. Et nous avons un lycée à Tréguier de recrutement régional. On a des élèves de toute la Bretagne et toute la France, un lycée qui propose des filières artistiques, du théâtre, du cinéma et des arts du cirque. Et le lycée avait besoin d'avoir un espace d'expression. On a dit, chiche, ces chapelles, on les devine un petit peu sur la photo, ces chapelles avaient vocation à la base à accueillir un auditorium. Et on a changé un petit peu notre schéma directeur. C'est le principe d'un schéma directeur, une idée de départ, mais qui évolue au fil du temps. Et nous avons effectivement proposé de transformer les chapelles en espace circassien. Et ça a été un petit coup de génie, parce que finalement, de génie, je ne parle pas pour moi, bien entendu, mais localement, c'est de se dire que le loto du patrimoine arrivait. C'était la première édition, et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette idée complètement folle à Tréguier dans une chapelle
de mettre des jeunes qui faisaient du trapèze, des galipettes, etc. Et donc, on est parti là-dessus, et ça a été le début de l'expérience. Le projet qui paraissait complètement loufoque au démarrage est devenu finalement le déclencheur ou le révélateur de l'ensemble des choses, et ça nous a permis d'avoir une reconnaissance. Vous en avez quelques illustrations. Il y a eu un second architecte du patrimoine, c'était Garçonnet, si je ne dis pas de bêtises. Donc des chapelles 19e, on a conservé tout le mobilier religieux. Pour un lycée public, c'était assez rigolo, mais comme on avait le droit, c'était un bâtiment antérieur à 1905. Et voilà, aujourd'hui, vous en avez quelques représentations. Les chapelles ont été complètement rénovées dans le respect de l'esprit des lieux. Et aujourd'hui, ça permet à ce lycée d'avoir un bel espace et même de développer des filières. Donc ça, c'était un vrai plus. Premier programme. Deuxième programme, je ne vais pas en dire plus. Je vais peut-être enfin laisser l'architecte parler. Le troisième architecte, en fait, Anne et Tanguy Rubin. Alors du coup, nous, on est intervenus sur une petite partie du couvent pour le conservatoire de musique communautaire. Donc en fait, notre maître d'ouvrage n'était pas la mairie de Tréguier, n'était pas Guiret-Caran, mais Lannion-Trégor Communauté. Alors là, vous voyez la façade, on est juste à droite des chapelles, pardon. Les chapelles donc, sont juste à côté. Et donc nous, on devait faire une école de musique, on va dire dans un bâtiment plutôt banalisé, avec des fenêtres, voilà, 19e, très classique. Et donc là, on devait faire des salles de musique, des salles acoustiques. Donc ici, on voit la petite fraction du couvent, en sachant que là, on voit que la moitié. Mais là, c'était le rapport avec la place du centre. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les plans, mais en fait, l'intérêt, tout de suite, on s'est dit que l'intérêt du projet, c'était de s'ouvrir, parce qu'en fait, comme c'est très grand et qu'on avait un peu de place, on s'est dit qu'on devait faire un projet réversible. Et c'est pour ça qu'on a mis cette idée-là, c'est-à-dire que la façade qu'on vous montrait, c'était celle-ci, qui donne sur la cour, qui est un accès, c'est l'accès actuel de l'école de musique. Mais ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est l'entrée, elle est plus dans l'angle, vers la place du centre, et donc la place du Martret. Et donc l'idée, c'était que le projet soit réversible, qu'on puisse à la fois rentrer d'un côté ou de l'autre. On va dire pour les piétons qui arrivent du centre par la porte principale, et puis pour les gens qui viennent plutôt en voiture, pouvoir accéder par la cour. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur un atrium. Et on a proposé un atrium qui sert actuellement de sortie de secours pour les salles et qui pourrait être un jour donc l'entrée de l'école de musique. Donc, en fait, ce qui nous a intéressé, donc le projet, c'est ce que je disais, c'est un bâtiment classique 19e. Donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, hormis sa régularité. Par contre, il y avait un très bel escalier en bois qu'on a souhaité conserver. Et du coup, on a organisé les salles autour de cet escalier. Et puis après, ce fameux escalier de secours qui peut devenir un jour aussi l'accès du coup aux différents espaces. Alors après, comme on est dans un bâtiment patrimonial, l'idée aussi de cet escalier, c'était que ce soit une sorte de parcours dans le volume quand on l'emprunte. Donc actuellement, voilà, c'est pas souvent, heureusement, et que ce soit une mise en valeur du patrimoine. Et donc la mise en valeur du patrimoine, voilà, c'est les salles de musique qui ont normalement que des fenêtres qui sont bon, voilà, assez grandes quand même, mais du coup qui sont, on va dire, qui sont simple. Là, tout de suite, les salles sont, on va dire, magnifiées parce qu'elles s'ouvrent sur l'atrium. Et donc, on a une lecture en fait du patrimoine intérieur qu'on n'aurait pas si on avait conservé le mur de refend, en fait. Donc, en fait, on a enlevé le mur de refend aussi parce qu'il nous manquait quelques mètres carrés. Donc, ça nous a permis, entre guillemets, de vendre le projet en disant « faut qu'on aille plus loin », donc on enlève le mur et au lieu de le reconstruire, on va faire un mur vitré. Et ce qui est assez intéressant, on peut se dire, avoir quelque chose de vitré pour une école de musique, c'est pas forcément... c'est
tout de suite un peu plus compliqué, on va dire. Sauf que c'est assez intéressant parce que l'acoustique, elle peut être différente suivant ce qu'on fait dedans, dans chaque salle, et suivant ce que demandent les professeurs. Et en fait, avec les rideaux, ils peuvent gérer l'acoustique. Il y en a qui les ferment, alors peut-être aussi parce qu'il y en a qui ont peur du vide, mais il y en a qui les ferment et il y en a qui préfèrent justement pour avoir quelque chose de plus sonore qui les ouvre. Donc en fait, quelque part, c'est assez intéressant et c'est le retour qu'on a eu des professeurs. Et puis après, bah voilà, on voit la dernière salle, donc tout en haut. Forcément, du coup, on garde la charpente, etc. Et donc les revêtements changent. Là, c'est l'espace pour la chorale. Et donc, on est sur un parquet pour que ça sonne plus. Et donc, le choix des revêtements s'est fait en fonction des volumes et de l'acoustique souhaitée. Donc voilà pour ce projet qui est une toute petite partie du couvent, et donc je redonne la main à Guirec pour la suite. Voilà, pour reparler de la concertation, et dans la concertation, je voudrais rajouter aussi deux autres catégories au-delà des habitants. C'était la condition sine qua non pour nous. C'était associer l'ensemble des collectivités dès le démarrage du projet dans le cadre du schéma directeur, parce qu'on savait qu'on n'y arriverait pas seul, qu'on ne pourrait réussir qu'ensemble. L'agglomération qui a acheté le site avec un engagement de la ville de racheter les mètres carrés qui lui seraient nécessaires. La région, puisque les lycées compétences région, mais donc qui n'avaient pas vocation à créer un lieu, le département un peu, et puis l'État beaucoup. Voilà, il y a eu, ça c'est un élément important. Et puis on le voit bien sur l'image, et on l'a vu sur le projet d'Anne et Tanguy Rubin, il y avait aussi un rôle déterminant de l'architecte des bâtiments de France. Ce lieu a été pour nous un espèce de laboratoire d'essai. C'est-à-dire que dans notre malheur, on a mis du temps à accoucher d'un secteur sauvegardé, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, mais du coup on a réussi finalement à inventer les règles de gestion future à partir d'un dossier comme celui-là. Et nous nous étions dit, en mettant l'ABF vraiment dès le départ dans la boucle et sans aucun tabou, de se dire chiche. Et il y avait une volonté très forte, et c'était plus compliqué pour Anne et Tanguy de travailler sur le conservatoire, puisqu'ils étaient contraints, on l'a bien dit tout à l'heure, mais on avait quelque chose auquel on tenait très fort, c'était aussi de tordre l'image de on est dans une ville médiévale, et on ne peut faire que de la restauration. Et nous voulions, avec l'architecte des bâtiments de France aussi, que l'expression contemporaine puisse être présente. Et du coup, on y est arrivé. Et on voit bien d'ailleurs, notamment sur les chapelles, parce qu'il a fallu penser l'accessibilité avec les ascenseurs, on a travaillé sur des modules très contemporains sur des bâtiments 19e. Et ça matche pas mal. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. On a vraiment associé la population tout au long, l'année 2018, et même là, alors c'est juste pour l'anecdote, mais là, on est en septembre 2020. Je ne vous rappelle pas le contexte de l'année 2020. Des contraintes très très fortes en matière de confinement, de regroupement. Et malgré tout, on a réussi entre 2018 et 2009 à faire venir à peu près 5000 personnes sur le site pour apporter du matériau, pour établir les programmes. Et là, on est en septembre 2020. Vous voyez, le public est masqué, mais par groupe de 10, on a quand même envoyé les gens à l'extérieur du site, parce que ça, c'est un élément qu'on n'a pas abordé. On souhaitait effectivement que ce lieu soit accessible au public. On voulait aussi, on avait un besoin de nature. Et derrière les murs, il fallait qu'on puisse pousser les portes. Et donc, on a associé, voilà, vous avez une vue d'en haut. On voulait, à la place d'immeubles qui avaient été envisagés à une certaine époque, de dire, voilà, ça va être un lieu qui permettra de connecter la ville haute et la ville basse. J'ai abordé tout à l'heure la question de la topographie. Donc voilà, c'était un début de coulée verte. Voilà, ça c'est le résultat aujourd'hui. C'est un lieu qui a été à peu près aménagé maintenant, accessible à toute personne, en poussette, en fauteuil, etc. Et on trouvait que c'était quand même vachement plus chouette d'avoir de la nature là en ville, plutôt que d'avoir 3 bars avec 180 logements en résidence senior, puisque c'était ça un des projets qui existait avant. Bref. Et puis alors, pour aller aussi assez vite, un des points de blocage, c'était que le propriétaire était prêt à vendre à n'importe quel promoteur pour faire n'importe quoi. Et on a tenu bon. On a tenu bon en disant « Occupez-vous du bâti avant que ça devienne une friche patrimoniale dangereuse ». Et la congrégation a essayé, avant de céder au champ des collectivités, a essayé de vendre aussi ce projet, mais cette fois-ci à des promoteurs dits patrimoniaux. Je tairai les noms, on les connaît tous. Et tous ces promoteurs sont venus de Paris en disant « Oui, mais Tréguier, c'est quoi? Est-ce qu'il y a de l'avenir ? Qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments? C'est grand, c'est moche, c'est dangereux, ça va coûter une blinde. Nous, on préfère faire du facile, on préfère construire du neuf ailleurs. »
Alors c'est rigolo parce ils sont tous venus poliment. J'ai accompagné chacun de ces porteurs de projets potentiels, leur expliquant les règles, ce qu'on pouvait faire, et tout gentiment décliné l'idée même d'intervenir. Et ce qu'il y a de marrant, nous on s'était dit finalement les collectivités, villes et agglos, eh bien si le privé n'y va pas, c'est à nous collectivités d'y aller. Et nous on va se réserver, passez-moi l'expression, mais le plus dur, là où ça coince. Les chapelles, qu'est-ce qu'on va en faire? On va trouver une solution. Les bâtiments, il n'y avait quasiment pas de fondation, on n'en a pas parlé, mais enfin les chapelles, c'était quand même, il y a eu un gros travail sur les structures à prévoir. On va se garder ça pour nous. Et le truc qui a été incroyable, c'est qu'au fur et à mesure que le projet s'élaborait, avec la résonance médiatique que ça a eu, eh bien, les promoteurs qu'on avait pu voir arriver 5 ou 6 ans avant, je ne vais pas vous dire qu'ils nous méprisaient, mais ils nous regardaient de haut, eh bien, ils ont tous réapparu, dites donc. Parce qu'ils se sont dit, mais il y a une qualité architecturale intéressante, le programme était intéressant, c'est une ruche artistique que nous sommes en train de créer. Et c'était notre souhait. On s'est dit, finalement, jouons notre rôle. On n'est pas là que pour dire, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. On va y aller, et ça a marché. Donc aujourd'hui, on a réussi des bâtiments pour lesquels nous, on n'avait pas forcément les moyens, parce qu'on est quand même sur un programme à plus de 18 millions d'euros, pour une commune, j'insiste, de 2500 habitants, c'est pas possible. Eh bien, le fait d'avoir pris la main, d'avoir eu de beaux programmes, eh bien, ça nous a permis aujourd'hui de trouver des partenaires qui ont investi. Et donc, ce bâtiment 19e, qui avait à la base vocation à être démoli, on a dit, il est hors de question, on peut le sauver. Eh bien, voilà, le permis de construire y est accordé, un nouvel archi. Et là, on va avoir 35 logements demain, locatifs à l'année. Voilà. Et puis la suite, mais je vais aller très vite maintenant, c'est pas fini, parce que le début de l'histoire, c'était décembre 2017. On est bientôt en décembre 2023, ça fait 6 ans. 6 ans, la ruche artistique est en partie créée avec les arts du cirque, avec la musique. Demain, c'est la médiathèque, puisque la ville de Tréguier va donc occuper une partie des bâtiments pour compléter ce parcours artistique et culturel. Et puis dans d'autres bâtiments qu'on n'a pas vus, mais des bâtiments qui datent du milieu des années 1960. Oui, années 1960, ouais. Et bien là, on va créer du logement social. Parce qu'on voulait aussi ramener les populations ayant des problèmes de mobilité dans une commune où il n'y a pas de transport public. On voulait ramener les plus âgés dans les cœurs de ville, plutôt que de les envoyer dans les périphéries. Ça nous semblait une dimension sociale extrêmement importante. Donc on en est là aujourd'hui, et finalement, le projet qui paraissait une utopie totale il y a 8 ans, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Comme j'ai dit l'autre jour à la présidente du conseil de l'ordre régional, ce qui a été mon pire cauchemar pendant des années est devenu quasiment un rêve éveillé aujourd'hui. Merci Anne et merci Monsieur le maire. Je voudrais revenir à la genèse du projet et cette capacité du conseil municipal à un moment donné d'arrêter une volonté qui était en route, qui était, on a bien compris, celle de certains promoteurs d'aménager le parc en faisant du logement facile. Comment le conseil municipal a pu prendre cette décision? Est-ce que certains élus ont des affinités avec l'aménagement des territoires? Est-ce que vous avez été aidé par des professionnels pour, à un moment donné, prendre conscience que vous aviez un potentiel énorme dans cette ville? Et puisqu'on est sur le stand du stand de l'architecte et on parle d'un maire et un architecte, quels sont les professionnels qui vous ont en tiré pour prendre cette bonne décision? Elle est très large, votre question. Je ne vais pas vous dire du mal des architectes, bien entendu. Non, vous avez compris, surtout pas Anne. On a la chance, on ne l'a pas dit, mais dans un autre cadre, on a les architectes du Trégor, donc autour de Tréguier, qui sont extrêmement mobilisés, notamment dans le cadre d'une association, avec une biennale de l'architecture. Donc il y a une forme de sensibilisation qui est faite, alors pas encore du grand public, mais on voit bien qu'il y a un travail de fond qui est fait. On a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un architecte des bâtiments de France qui est très facilitateur. Voilà, plutôt que d'être le vieux monsieur barbu qui râle tout le temps, qui dit non à tout projet, était plutôt dans l'accompagnement. Et y compris toujours dans l'idée de, non pas de trahir ce qui est essentiel, mais toujours trouver une adaptation, une réponse adaptée. Donc ça, voilà, c'est important. J'ai la chance d'avoir des permanences de l'ABF qui viennent chez moi, qui rencontrent les pétitionnaires, qui rencontrent les élus. Donc du coup, ça a été un travail de sensibilisation important. Et on a fait beaucoup de médiatisation surtout. C'est-à-dire que comme on a élaboré un PLU, en même temps qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, et qu'on a créé un projet de ville dans les années 2018 avec les habitants sur un an, grâce à un appel à projet Région Bretagne et État, et bien finalement, ces questions-là, on les a portées devant chacun. Et ça a été important parce que à chaque moment où on a établi les projets ou le programme, l'habitant était présent.
Et que ce soit le paysagiste, que ce soit les uns les autres, ou dans le cadre du schéma directeur, les professionnels, les hommes et les femmes de l'art étaient à l'écoute de ce que disaient les habitants et avec leurs mots retranscrivaient ce qu'ils entendaient. Donc finalement, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Votre question n'a pas à se poser. Ça s'est fait de façon complètement spontanée. Alors, si je me permets de vous la poser, c'est que dans d'autres communes, la genèse de la décision de stopper des projets immobiliers qui auraient pu être parfois destructeurs ne se prend pas aussi facilement que celle que dans votre commune. Donc c'est d'où le conseil en amont auprès des collectivités qui nous intéresse, ou l'idée d'accompagner ces communes pour prendre des décisions qui ne sont pas des décisions d'architecture, mais des décisions d'aménagement du territoire, pour prendre ces décisions qui sont structurantes sur plusieurs dizaines d'années qui vont venir. Une deuxième question, monsieur le maire, est-ce qu'un projet comme celui-ci aurait pu se faire avec une telle qualité sur un portage 100% privé, d'après vous? Jamais. Jamais. Enfin, en tout cas, pas dans une commune comme la nôtre de 2500 habitants. J'insiste beaucoup, on est sous les écrans radars de tout le monde. On ne propose pas ce qui était attendu à l'époque. Aujourd'hui, on a eu la chance, effectivement, je vous ai parlé du plan de sauvegarde et de mise en valeur derrière. Ça a été un atout pour préserver la ville, encadrer les nouveaux objets qui allaient être construits. Mais le plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est aussi un outil fiscal qui a permis aussi de faire venir des investisseurs petits ou des grands promoteurs. Donc ça, c'était aussi un élément déterminant. Et du coup, tous ces groupes qui arrivent là aujourd'hui, on est extrêmement exigeant avec eux, mais ils savent que derrière, il y a une carotte, si vous me passez l'expression. Anne, après je passerai la main au public s'il y a des questions, mais comment ton rapport avec une maîtrise d'ouvrage ou une co-maîtrise d'ouvrage non professionnelle d'une commune de 2500 habitants qui n'a pas une ingénierie intégrée classique comme dans les grandes villes, t'a permis de faire un projet aussi réussi que celui-ci? Comment le rapport au quotidien avec une maîtrise d'ouvrage qui est non professionnelle, moins structurée que les grandes communes, le quotidien d'un architecte qui vient travailler dans une ville de 2500 habitants avec un projet aussi ambitieux? Alors là, le maître d'ouvrage, c'est quand même LTC. Donc Lannion-Trégor Communauté, c'est un bassin de 100 000 habitants. Et donc, ils ont un service, je sais même pas, bâtiment, on va dire. Et un bureau d'études. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là. Mais on intervient beaucoup, parce que donc on intervient dans le Trégor, donc on intervient souvent dans des communes plutôt petites, des communes rurales. Et souvent, c'est peut-être parfois plus simple, parce que un maire d'une petite commune, il a à cœur son projet. Et du coup, c'est plus un travail de confiance entre le maire et l'architecte. Alors que parfois on travaille aussi dans toute la Bretagne, donc sur des projets plus importants où finalement on ne voit jamais le maire et on travaille plutôt avec des services. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on présente le projet, si ça plaît, tout de suite le maire nous suit, quoi. Juste pour compléter un élément, parce qu'on ne peut pas tout dire, j'ai l'impression d'être vraiment très réducteur, je suis navré pour vous. Il y a quelque chose qui a sauvé notre projet. Ce projet, je l'avais dès 2014 et on a démarré en 2017 seulement au bout de 3 ans. Alors que dans ma tête, c'était déjà prêt. Alors pourquoi? Parce qu'on a changé d'échelle au niveau de l'intercommunalité. Il est de bon ton en général de critiquer les EPCI en disant les EPCI prennent le pouvoir aux communes. Moi j'ai envie de vous dire, s'il n'y avait pas eu j'avais auparavant un EPCI de 15 000 habitants, on est passé à 110 000 habitants. Et avec des services adaptés, qui du coup, pour qui un projet comme celui-là, je vais vous dire de façon simple, c'est facile. Il y avait l'ingénierie qui allait bien, juste bien. Et je pense que si j'avais pas eu le mouvement de fusion des intercommunalités à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Et c'est vrai que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent de la part des communes, du transfert de compétences et du transfert de patrimoine au sein des EPCI, notamment quand elles ont fusionné. Anne, une autre question. Un projet de réhabilitation en secteur sauvegardé avec un ABF, sans parler de normes, c'est quand même pas courant, parce que les architectes et les maîtres d'ouvrage parlent souvent des normes et des normes qui empêchent de faire des projets d'architecture parfois. Quel est le rapport entre ABF, architecte, ton travail, la commande publique qui est exigeante, notamment parce qu'on est dans un établissement recevant du public,
et le respect du programme. En tout cas, ce que disait tout à l'heure Guirec, c'est que la chance de Tréguier, c'est d'avoir l'architecte des bâtiments de France qui vient toutes les 3 semaines, qui passe la journée à Tréguier. Donc en fait, quand je disais qu'il y avait un rapport de confiance entre le maire et l'architecte, ben là, il y a aussi un rapport de confiance avec l'architecte des bâtiments de France, où en fait tout de suite, on a dit qu'on allait préserver donc l'escalier en bois, on préservait donc l'extérieur et en fait on a présenté donc le mur vitré intérieur comme une mise en valeur du patrimoine, ce que c'est. Et donc du coup tout de suite l'architecte des bâtiments de France, Denis Lefort, nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, au contraire quoi. Et alors, vous avez dit c'est un maire, 6 architectes, c'est ça, hein, vous avez commencé comme ça je crois. La coordination et le choix et on va dire le choix et la coordination de ces architectes pour un projet qui est sur un temps long, très long, parce qu'on parle de la livraison définitive, je ne sais pas. Comment un élu comme vous arrivez à appréhender à la fois le choix avec des architectes de terrain et à la fois la coordination de ces architectes pour avoir un résultat qui soit complètement homogène? Aïe, aïe, aïe. Et vous avez oublié un élément important, parce que ce qui nous tue un peu en tant que collectivité, c'est aussi de répondre à la pression des appels à projets et appels à manifestation d'intérêt, où on doit dégainer super vite pour avoir des financements, sinon on ne les a pas. Et ça, c'est quelque chose, si je dois retenir peut-être un élément négatif dans le programme, c'est qu'on va y arriver, pas tout à fait tel qu'on l'a pensé au départ, mais le cap, il est toujours le même. Mais ce qui me dérange, c'est que justement, on ne nous laisse pas le temps de nous poser pour avoir une vision globale. Alors, on a déjà eu le débat avec Anne là-dessus, mais moi j'aurais aimé, et d'ailleurs pour aujourd'hui vous avez plus de la moitié des bâtiments qui ont trouvé une occupation et sont livrés. Il me reste la deuxième moitié. Et moi j'ai pas envie d'avoir encore 3 ou 4 architectes différents. Donc là on a créé un outil au niveau de l'agglo, on a créé une société publique locale d'aménagement qui a pour vocation de réhabiliter du bâti ancien, que ce soit pour du logement ou des services. Et donc moi, j'ai confié à la SPL une concession pour pouvoir justement gérer l'aménagement de tout le reste des programmes. Logements sociaux, éventuelles maisons de santé, je l'ai vu arriver, et médiathèque. Pour que justement on puisse avoir, même si Anne l'avait quand elle a fait le projet conservatoire, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle dit l'entrée elle va peut-être switcher, peut-être que demain il y aura une connexion avec la médiathèque ou que le hall de gare qui pourrait être le lieu où chacun se retrouve. Il y avait quand même cette volonté-là, mais moi, notamment le problème de Chapelle, je trouve qu'il a manqué de cette vision générale dès le départ. Et on essaie justement, pour finir, notamment sur les règles de sécurité, qu'on ait plus 50 équipes pour justement essayer de penser enfin global. Je reste quand même très... ce que je trouve remarquable dans ce projet, c'est votre capacité à comprendre le rôle de chacun des acteurs et des outils administratifs qui vous permettent d'arriver à ce projet complexe. Et est-ce que un projet d'architecture sur un temps aussi long, ça rajoute une complexité pour à la fois les architectes qui attendent pour intervenir et à la fois monsieur le maire qui attend pour voir avancer les choses et notamment pour la population qui voit ce projet qui avance mais qui ne finit pas. C'est pour ça que la ville de Tréguier a décidé de commencer par les extérieurs. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, tout le monde ne va pas au conservatoire de musique. Tout le monde ne pratique pas les arts du cirque. Par contre, un parc, un jardin public, là, ça parle à tout le monde. Donc voilà, ça c'est une première réponse. Un élément aussi, encore, je touche du bois, on a eu du pot, ce qui aurait pu aussi complètement changer le projet, c'est qu'il se passe aussi de temps en temps des renouvellements d'équipes municipales. Et on a connu sur notre territoire des changements incessants d'une équipe qui se présente sur un projet, battue, et évidemment, la règle du genre, c'est on fait l'inverse, même si c'est bien de ce que le prédécesseur avait fait. Donc notre chance, c'est que j'ai réussi à être réélu, c'est tout bête, mais ça compte. Et en plus, j'ai été vice-président de l'agglo également, mais pas sur ces questions-là. Et depuis 2020, je récupère les dossiers, notamment sur le côté culture et artistique. Donc ça me permet du coup d'avoir les 2 casquettes sur les 2 niveaux d'échelon pour aussi garantir ces éléments-là. Merci. Alors peut-être des questions dans la salle. Je vous regarde. Non. Alors moi, non. Bon. Ouais, peut-être une dernière question. Est-ce que ce projet a fait des petits au sein de l'agglo? Alors, l'agglo, pas vraiment, mais dans les agglos voisines.
J'ai vu tout à l'heure passer un de mes collègues d'une commune qui s'appelle Bégard, où il y a un ancien couvent également, qui est lui aussi abandonné. Et il est venu me voir un jour en disant, écoute, comment tu as fait? Et c'est ça notre rôle aussi, avec les professionnels, c'est de se dire, ben voilà, peut-être que, comme dans le cadre du réseau des petites cités de caractère, où on apprend à travailler ensemble, on s'enrichit les uns des autres pour dire, bah, je ne ferai pas ça chez moi, mais ta démarche m'intéresse, je vais reprendre des idées. Et donc oui, il y a d'autres projets aujourd'hui qui sont en train de sortir sur le terrain, parce qu'on a prouvé, et sur mon territoire, je pense que c'est le premier projet de ce type, que finalement, ce qui est impossible, finalement, c'est pas si difficile que ça. La question reste la notion de transmission de commune en commune sur ce genre de montage de projet et montrer que l'investir un territoire aussi complexe que celui-ci sur un temps long, c'est possible et que protéger le patrimoine existant, c'est quand même un atout formidable pour les petites communes comme pour les grandes. Alors si vous me proposez juste un micro-temps politique, mais si ce n'est pas le moment où on ne peut pas en parler, ça va être rapide, vous allez voir. Être vertueux, nous on est prêts à le faire. Je vous dis, on a fait du ZAN sans le savoir. C'était notre chance, c'est d'arriver finalement avec un projet qui cochait, mais je vous dis de façon un peu voilà, particulière, on cochait toutes les cases. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas ça chevillé au corps, un projet comme ça, il ne sort jamais. Alors peut-être que nous, l'équipe municipale, elle avait vraiment cette envie. J'aurais pu faire comme tout le monde. Moi, je n'ai pas fait de lotissement. J'ai pas fait de lotissement parce que quand vous avez des quartiers, des rues entières, vous avez 25 ou 30% de vacances, vous dites c'est pas normal. Donc on a fait le choix de la réhabilitation et de préserver des espaces naturels. Mais la vertu, elle a un coût. Et là, aujourd'hui, sur le programme qu'on voit là, c'était super. Le loto du patrimoine, ça a validé derrière les aides de l'État dans le cadre des petites villes de demain. Ouais, ça nous a permis d'avoir ça aussi. Ça nous a permis, sur le projet logements sociaux à venir, du fonds friche, heureusement. Sinon, ce n'est pas équilibrable. Donc nous, pour être clair, si on n'a pas la volonté, et si en plus il n'y a pas d'outils financiers adaptés, on n'y arrivera pas. Merci à vous deux C'est moi. pour cette intervention et ce beau projet. On vous souhaite une bonne continuation puisqu'il y a encore quelques heures à passer, je crois, pour aboutir. Merci à vous deux et à très bientôt et bon salon. Merci beaucoup.